Bonjour à tous. Le Grand Oral vous emmène aujourd'hui au cœur du Parlement français. Notre invité du jour nous attend derrière moi à l'Assemblée nationale. C'est un ancien journaliste, aujourd'hui député La France Insoumise et fondateur de la REV, ce mouvement pour la défense de la cause animale. Aymeric Caron, puisque c'est de lui dont il s'agit, sera avec nous pendant moins d'une heure. Que pense-t-il des questions de géopolitique, de diplomatie? Ce Grand Oral est l'occasion unique de mettre ces sujets sur la table. Bienvenue dans le Grand Oral. Et nous voici maintenant au cœur de l'Assemblée nationale, ici dans la salle où se réunissent les commissions et les partis, toutes les semaines, tous les jours. Et Aymeric Caron nous accueille ici. Merci Aymeric Caron de nous accueillir avec grand plaisir de l'Assemblée nationale. Bonjour Benjamin Pétrovert. Je sais que tous les mardis, vous êtes réunis ici avec les membres de la France Insoumise. On a beaucoup de sujets à évoquer ensemble. Vos combats, notamment via la REV que vous présidez. Nous allons parler aussi de questions de géopolitique, de diplomatie. Barbara Lefebvre et Yves Deray me rejoindront tout à l'heure pour en parler. Mais d'abord, commençons par l'actualité du week-end, puisqu'au moment où nous échangeons, Benjamin Netanyahou achève un voyage à Paris. Il a rencontré Emmanuel Macron. Les deux hommes ont discuté de l'Iran, de l'Ukraine, de la sécurité, du terrorisme, du Proche-Orient. La France a-t-elle encore son mot à dire au Proche-Orient ? Elle devrait avoir son mot à dire. On a quand même le sentiment d'un effacement progressif depuis quelques années, depuis une dizaine d'années de la France justement dans cette région. Quand je dis qu'elle devrait avoir son mot à dire, c'est pas sous forme d'ingérence bien évidemment, mais c'est sous forme d'impulsion, notamment pour le processus de paix. Au sein de la France Insoumise, on a vu des réactions très virulentes face à l'arrivée de Benjamin Netanyahou à Paris, notamment David Guiraud qui s'étonne, je cite, que la France reçoive l'homme de la colonisation et le suprémaciste. Emmanuel Macron n'aurait pas dû l'accueillir ? Emmanuel Macron est dans son rôle, il reçoit un chef de gouvernement. Notre président doit s'entretenir, recevoir les chefs de gouvernement, les chefs d'État, c'est bien normal. Je pense que mon collègue David Guiraud a voulu manifester par son tweet le fait qu'il est important, on ne sait pas exactement tout ce qu'ils se sont dit, Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, qu'il est important qu'ait été abordée, bien évidemment, la question, je le disais à l'instant, du processus de paix, qui est complètement à l'arrêt au moment où on se parle, et la question notamment de la colonisation qui empêche ce processus de paix. Et je pense que c'est là qu'il y a un effort à faire, et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est assez silencieux sur ce sujet. Ma question portait davantage sur le groupe auquel vous appartenez aujourd'hui. Vous êtes la REV, mais vous faites partie Absolument. de cet ensemble, la France Insoumise et même aujourd'hui la NUPES, qui systématiquement, dès que se produit un événement au Proche-Orient, a des réactions, on va dire assez virulentes, principalement vis-à-vis d'Israël. Le week-end dernier encore, une opération israélienne a eu lieu à Jenin. Plusieurs membres de la France Insoumise, que ce soit Daniel Obono, que ce soit David Guiraud, ont écrit des tweets virulents contre Israël, en ne rappelant pas d'ailleurs qu'il s'agissait d'une opération contre des hommes armés, mais le lendemain, lors d'un attentat à Jérusalem, pas un mot n'a été prononcé en vue des victimes israéliennes. Pourquoi ces deux discours ? Je ne pense pas qu'il y ait deux discours. Je pense qu'il y a à la France Insoumise une ligne qui est extrêmement claire, qui est une ligne de justice internationale. Et que donc, lorsqu'il y a et les morts des deux côtés sont à déplorer exactement de la même manière, avec le même poids. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté possible. Lorsqu'il y a une réaction parce qu'il y a un bombardement israélien sur un camp de réfugiés, par exemple, eh bien, c'est du fait qu'on a c'est pas un bombardement, c'était une opération ciblée contre des terroristes. Alors ça, c'est une interprétation, bien évidemment, qui est la vôtre. C'est ce qui est annoncé par le gouvernement israélien, mais la conséquence, c'est qu'il y a... pas eu de bombardement, factuellement, il n'y a pas eu de bombardement. Non, mais je ne parlais pas de ce qui se passait à Jenin de manière précise, je dis de manière générale. Lorsqu'il y a une opération militaire qui est engagée, et qu'il y a, parmi les victimes, des innocents, ce qui est quasiment toujours le cas lorsqu'on ne peut pas faire les choses de manière extrêmement ciblée. Là, en l'occurrence, je crois que dans l'opération dont vous parlez, il y a une femme qui est décédée. Je n'ai pas l'information sur laquelle elle était une terroriste, je ne le crois pas. Donc, c'est quelque chose qu'on doit déplorer, bien évidemment. On a vu d'autres opérations récemment, l'été dernier, par exemple. On a vu là encore des opérations qui ont été menées et qui ont amené à la mort d'enfants, par exemple, qui n'étaient pas des terroristes. Et donc, je pense que c'est le rôle de politique. Le terrorisme n'est pas condamné. C'est le rôle de politique, à ce moment-là, me semble-t-il, d'intervenir dans le débat public
pour expliquer sa désapprobation d'une opération qui semble injuste. Et pourquoi le et qui amène à la mort d'innocents. n'est pas condamné? Le terrorisme est toujours condamné. Le terrorisme doit être condamné. On a vu aucune déclaration de membres de la France Insoumise au lendemain de l'attentat de Jérusalem. Parce que vous savez très bien que nous sommes dans un cadre très particulier, qui est celui d'une escalade de violence, qui est celui d'actions de vengeance. Et il est très compliqué, dans ce cas-là, de faire des communiqués dès lors qu'un engrenage est en train de se dérouler à nouveau. C'est ça la question qui est ici en jeu. C'est qu'est-ce qui amène un enfant de 13 ans à aller sacrifier sa vie ou à vouloir la sacrifier pour venger peut-être son grand-père qui lui-même a été tué par un colon. Je prends les cas récents. Et donc ce sont des actions que personne dans la classe politique ne soutiendra. Mais on essaie d'être dans l'explication, on essaie d'être dans la compréhension. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que le camp de la paix se mobilise. Et donc, ce qui nous ennuie, c'est qu'on a l'impression qu'il est très silencieux, le camp de la paix. Encore une fois, ce discours peut s'entendre tel que vous le dites aujourd'hui, mais la question est que l'impression vue de Tel Aviv et vue d'ailleurs de beaucoup de membres de Juifs de France est qu'il y a aujourd'hui un discours de la France insoumise systématiquement hostile à Israël. Non, la France insoumise n'est absolument pas hostile à l'État d'Israël. En revanche, il y a bien évidemment une condamnation d'une politique menée par un certain gouvernement. On a aujourd'hui, vous le savez bien, vous êtes un observateur de la vie politique israélienne, on a aujourd'hui le gouvernement qui est qualifié comme étant le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, qui a aujourd'hui renoncé à toute velléité de faire avancer le processus de paix, qui a des discours extrêmement agressifs à l'égard des Palestiniens. La communauté internationale au sens large, ça commence par l'ONU, dénonce depuis de très nombreuses années un certain nombre de politiques qui sont menées en Israël, des opérations très précises, très particulières, des opérations militaires. La France insoumise s'associe à ces alertes. Et pourquoi on ne vous entend jamais critiquer l'autorité palestinienne? Mais on le fait. De Mahmoud Abbas corrompu, mais on le fait. Et qui est depuis 15 ans illégalement au pouvoir, ou le Hamas à Gaza qui est un mouvement terroriste islamiste. On le fait. Où? Quand on a l'occasion d'un débat, si vous me demandez ce que j'en pense, je vais vous accompagner dans votre critique. Ce genre de tweet est totalement absent des membres de la France insoumise. Parce que les tweets, d'abord, il n'y a pas que les tweets pour communiquer. Il y a ce que nous faisons en ce moment. Il y a des interviews. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous condamnez? Je serais intéressant d'avoir justement ce discours-là aujourd'hui de votre part. Moi, je pense que personne aujourd'hui ne met en cause le fait qu'il y a un problème à la tête de l'autorité palestinienne. Que la question de la succession de Mahmoud Abbas se pose aujourd'hui. On ne sait absolument pas vers quoi on s'avance. Il y a un problème aujourd'hui très clair qui empêche d'ailleurs aussi d'avancer dans le processus de paix. On a un problème aussi avec le Hamas. Personne ne le nie. En revanche, il serait à mon avis faux, il serait mensonger d'imaginer qu'on a aujourd'hui deux partis qui s'opposent de manière égalitaire. Il y a aujourd'hui un déséquilibre qui est causé par le fait qu'on a, et c'est comme ça, c'est un fait historique, on a aujourd'hui une partie qui est colonisée et puis on a une partie qui colonise. Donc bien évidemment, ça peut parfois donner le sentiment d'un déséquilibre dans les réactions, mais c'est parce que la situation que l'on commente est déséquilibrée. On a reçu récemment dans cette émission le grand Raman Nehi. Il considère, lui, que la plus grande menace aujourd'hui pour la communauté juive en France n'est pas l'extrême droite. Il nous a expliqué que c'était pour lui l'islamo-gauchisme et la France insoumise. Qu'avez-vous à lui répondre? Ces propos sont extrêmement graves. Et c'est les mêmes propos qui, pour moi, relèvent d'une forme de cécité. C'est-à-dire que oubliez... Il y a deux points dans ce que vous dites. Il y a d'abord ce qu'est la France insoumise, je vais revenir dans un instant, et puis il y a ce qu'est l'extrême droite. Oubliez l'histoire de l'extrême droite française. Oubliez sur quoi est née l'extrême droite, sur quoi elle a grandi. C'est-à-dire des nostalgiques du Troisième Reich, des anciens SS, un Jean-Marie Le Pen qui dit que les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire. Non. L'antisémitisme, aujourd'hui, n'est pas une période oubliée du Rassemblement national. Ça fait partie d'une idéologie sur laquelle a grandi l'extrême droite française. Et ça, l'oublier, c'est gravissime. En revanche, à la France insoumise, il n'y a personne qui tolérerait qu'il y ait, la moindre ambiguïté face au combat que nous devons tous mener contre l'antisémitisme. Et personne de chez nous n'a jamais tenu dans sa vie
le moindre propos qui puisse être assimilé à de l'antisémitisme. Et si c'était le cas, il ne ferait plus partie de nos rangs. Alors vous parlez d'ambiguïté, Aymeric Caron. Il y en a pourtant de l'ambiguïté entre la rencontre avec Jérémy Corbyn, notamment de Daniel Obono juste avant les élections, les attaques répétées de Jean-Luc Mélenchon contre le CRIF, le soutien au BDS, la signature d'une motion qualifiant Israël d'état d'apartheid. On la voit, cette ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que vous venez de décrire. C'est pas l'ambiguïté ? Non. Alors, il faut répondre les points un par un, justement, pour ne pas être dans la caricature. Je pense que l'antisémitisme est un sujet trop grave pour essayer de simplifier les choses. Pourtant, il y a une accumulation de prises de position. Il y a une accumulation d'éléments que vous mettez ensemble pour essayer d'en tirer une conclusion. On peut tous les prendre un par un. Jérémy Corbyn, effectivement, c'est un personnage controversé qui a tenu des positions qui, moi, me dérangent. Je ne pense pas qu'il soit antisémite. Je n'ai pas fait d'enquête précise sur lui, donc je m'en tiens à ce que j'ai pu lire de lui dans la presse, des rendez-vous auxquels il s'est rendu, des cérémonies auxquelles il a assisté, des déclarations qui, pour moi, étaient pour le moins maladroites. Moi, à titre personnel, je ne l'ai pas rencontré d'ailleurs, et je ne l'aurais pas reçu. Mes collègues ont choisi de le faire. Ce sont Daniel Obono et Daniel Simonet sont des personnes, ça je garantis, sur lesquelles là encore il n'y a aucune ambiguïté les concernant par rapport à l'antisémitisme. Mais vous l'auriez fait ou pas ? Non, je viens de vous dire, moi je ne l'aurais pas reçu, parce que justement, je trouve qu'en ce qui concerne Corbyn, il y a des choses, je vous ai parlé de maladresse de sa part, pour le moins, peut-être plus d'ailleurs, et je pense qu'il ne faut pas, justement pour ne pas nourrir un sentiment de malaise, un sentiment d'incompréhension, je pense que quand on est en période électorale, c'est pas une rencontre, je vais dire, qui est très opportune. Voilà. Ensuite, je peux répondre à tous vos autres points. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur le CRIF. Jean-Luc Mélenchon pointe le fait que le CRIF, ces dernières années, pas en tant qu'institution à proprement parler, pas d'un point de vue historique, ces dernières années, a décidé de devenir un peu le prolongement, il faut être tout à fait honnête, de la voix du gouvernement israélien en France. Ce qui n'est pas sa fonction première. C'est la seule chose qu'il ait dite. C'est peut-être vous qui interprétez aujourd'hui les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et la résolution sur l'apartheid. Alors, la résolution... Là aussi, l'une des premières motions décidées, alors même que la France insoumise entre à l'Assemblée nationale, pourquoi tout de suite cibler Israël ? C'est pas nous, c'est les communistes. Ça vient des communistes. C'est les communistes. Ça vient des communistes, mais toute la NUPES était derrière. Pas du tout. En grande partie. Pas du tout. Vous y étiez ? Pas du tout. Pas vous. Mais non. C'est pour ça que je vous dis, Benjamin, il est très important, sur chacun des points soulevés, de les prendre un par un et de vraiment les expliquer pour lever les ambiguïtés dont vous parlez. Non, c'est faux de dire que toute la NUPES, en fait, non, il y a une partie... Toute la NUPES. Non, c'est un texte qui a été proposé par des communistes. Non, Benjamin, d'un groupe politique. Benjamin, je m'en explique. C'est un texte qui a été proposé par des députés communistes, qui a été proposé à signature à toute la NUPES. Quelques députés NUPES l'ont signé, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je fais partie de ceux qui ne l'ont pas signé. Je l'ai lu, je ne l'ai pas signé. Parce qu'il y avait des termes qui me dérangeaient dans l'exposé des motifs, dans la manière dont les choses étaient présentées. Et on est très nombreux à ne pas l'avoir signé. À la France Insoumise. Donc vous dites au fond... Alors qu'est-ce que vous dites ? Et je termine. Après, on peut avoir un débat. Vous voyez, c'est un autre débat encore sur le terme d'apartheid. Est-ce que le terme d'apartheid, dès lors qu'il est utilisé, fait de son utilisateur un antisémite ? Je ne le pense pas. Vous l'utilisez ? Je ne dis pas que je l'utilise. Je dis que vous n'utilisez pas le terme d'apartheid ? Je ne dis pas non plus que je ne l'utilise pas. Je vais être très franc. Je ne sais pas comment me positionner par rapport à ce terme. Pourquoi ? Parce que ce terme est utilisé. Est utilisé aujourd'hui par Amnesty International, par exemple, par Human Rights Watch. Il est utilisé par la CIMAD. Et c'est un terme qui a une existence juridique. Il dit des choses très, très, très précises dans le droit international. Il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on raconte parfois, simplement lié à l'histoire de l'Afrique du Sud. Et il se trouve qu'il y a des institutions qui nous disent que le terme d'apartheid peut correspondre à la situation constatée par les ONG, notamment aujourd'hui en Israël. Je l'écoute, je l'entends. Je trouve aussi que c'est perdre son temps que de s'arrêter sur ce débat sémantique. La question aujourd'hui, je le répète, et ça sans ambiguïté, c'est qu'il y a une colonisation qui est illégale, un processus de colonisation qui était illégal, qui a été dénoncé à de multiples reprises par les Nations Unies à travers des résolutions, et les résolutions ne sont pas appliquées. Voilà, c'est un fait.
Eh bien, écoutez, Émeric Caron, on va voir si ce que vous nous dites là va dissiper ce qui semble être un malentendu, dites-vous, entre la France insoumise sûr, oui. et les Juifs de France. Et on va voir surtout si ça a convaincu Yves de Rey, qui va nous rejoindre maintenant pour les questions diplomatiquement incorrectes. Bonsoir Yves de Rey. Bonsoir Benjamin, bonsoir Émeric Caron. Bonsoir Yves de Rey. Écoutez, j'ai écouté avec attention et intérêt cet échange qui est assez nouveau au fond quand même. J'ai trouvé qu'on a dit des choses là qu'on n'a pas souvent entendues auparavant. Et j'ai vu avec quel soin vous avez essayé de défendre point par point votre camp politique par rapport à des accusations, on peut le dire, souvent de dirigeants de la communauté juive, de simples membres aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu l'impression, en vous écoutant, d'avoir quelqu'un qui est sans doute de bonne foi et très cartésien dans sa défense politique, mais de quelqu'un qui n'a pas conscience, aujourd'hui, du rejet dont la France insoumise fait l'objet dans la communauté juive de France. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point aujourd'hui, il est désigné comme, au fond, le Front National dont vous avez parlé tout à l'heure, celui de Jean-Marie Le Pen, était désigné il y a 30 ans. Alors, certes, c'est bien d'argumenter de cette manière, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même aller un peu plus loin, là, pour essayer de changer cela, pour retrouver une relation apaisée, pour que Jean-Luc Mélenchon, vous-même et d'autres, soient invités, justement, à ce fameux dîner du CRIF, qui est un rendez-vous, malgré tout, traditionnel de la communauté juive. Je pense que votre travail d'explication que vous avez essayé de mener là est totalement insuffisant. Et je pense qu'il va falloir quand même réfléchir à d'autres voies, à d'autres manières, d'autres actions pour essayer de renouer le fil si c'est votre volonté. Et ça, je ne sais pas si c'est votre volonté. C'est vous qui m'apprenez que le fil entre la communauté juive de France et la France insoumise est rompu. Déjà, est-ce qu'on peut parler d'une communauté juive dans son ensemble ? Je n'en suis pas tout à fait persuadé. Je pense que ce serait essentialiser les juifs d'une manière qu'ils ne demandent pas, sans doute. Je pense qu'il y a des juifs qui... Disons les juifs de France. Des juifs de France qui soutiennent absolument aujourd'hui la France insoumise. Qu'il y a un malaise entre les juifs de France et la France insoumise ? Une fois de plus, vous parlez d'un groupe unifié. Je ne crois pas qu'on puisse... les juifs de France, je n'ai pas dit la communauté. Les juifs de la même manière. Je ne pense pas qu'il y a les juifs de France. Il y a des Français de confession juive qui sont chez nous et qui participent à des élections. Et alors, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas si on a des chiffres qui nous permettent de dire que les juifs de France ne votent jamais la France insoumise, je n'en crois pas un mot. Bon, donc en tout cas, vous avez raison. Minorité silencieuse, voilà, vous avez raison en tout cas. Mais il y a quand même une minorité assez active dans cette communauté qui est plutôt qu'on retrouve dans des rendez-vous communautaires, qui pratique sans doute la religion, qui s'intéresse à Israël, qui écoute I24, etc. Et ces gens-là, aujourd'hui, quand même, désignent la France insoumise comme un ennemi d'Israël, mais aussi quelqu'un qui n'a pas des sentiments positifs vis-à-vis des Juifs en France. Donc c'est quand même... j'imagine, après tout ce que vous avez dit sur votre combat sur l'antisémitisme, sur le fait qu'à la France insoumise, personne n'ait émis jamais la moindre formule antisémite. Je vous invite à faire des recherches. Je vous invite à faire des recherches sur les 75 députés. En revanche, si vous faites le même exercice sur les députés, les 80 et quelques députés Rassemblement National, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Non, c'est pas un détail ce que je suis en train de vous dire. C'est extrêmement important. Moi, ce qui m'intéresse dans notre discussion, justement, mais ce qui m'intéresse, c'est si vous avez envie de restaurer quelque chose, une relation apaisée. Est-ce que vous avez un doute Est-ce que vous avez un doute sur le fait que s'il y a aujourd'hui des Juifs de France qui ont justement des questions, des interrogations, des doutes sur notre bonne foi, bien évidemment qu'il faut discuter. Enfin, moi, je suis pour, c'est ce que j'expliquais à Benjamin tout à l'heure, je suis pour qu'on parle le plus possible pour justement être le plus précis sur des sujets très complexes. Il y a quand même, l'un des soucis qu'il y a aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a un mélange de beaucoup de sujets. En l'occurrence, la critique d'une politique qui est menée par un État, et en l'occurrence par un gouvernement, et l'idée que cette critique serait assimilée à une critique d'une religion ou d'un peuple, ce qui n'a absolument aucun rapport. Mais qui entretient l'ambiguïté ? Je ne pense pas que ce soit la France insoumise. Nous essayons en tout cas d'être extrêmement clairs, justement, parce que le sujet mérite cette clarté pour ne pas créer un embrasement
dans les discussions. Bon, on a eu des gouvernements en Israël divers. Celui-ci, vous l'avez d'ores et déjà critiqué dans la première partie de l'émission. Le précédent était sans doute différent. Avouez que je ne suis pas le seul à le Bien critiquer. sûr, mais on n'a pas entendu la France insoumise plus sympathique avec le précédent, qui était pourtant plus équilibré sur le plan politique. Il n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour faire ses preuves. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'un gouvernement, c'est pas Aymeric Caron, c'est pas la France insoumise qui le critique. Ce sont tous les observateurs objectifs de l'actualité de cette région qui sont obligés de constater qu'on a un gouvernement qui inquiète. Alors, qui inquiète. D'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes, qui ne cessent de défiler actuellement dans Mais ce n'est pas les Israéliens, Aymeric Caron, ça n'est pas un seul peuple, les Israéliens. Il y a des Israéliens qui soutiennent. Dans ce cas-là, ça marche dans un cas, mais pas dans l'autre. C'est vous qui le dites. C'est pas moi. Ça, c'est drôle. Il y a des Israéliens qui sont très contents. On a des manifestations inédites depuis l'installation de ce nouveau gouvernement. Ça, vous le reconnaissez. Aymeric Caron, on va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce grand oral avec Yves Doré, avec Barbara Lefebvre qui nous rejoindra également en seconde partie de cette émission, ici, depuis le cœur de l'Assemblée nationale à Paris. A tout de suite.